bienvenue dans ce nouveau numéro de 100%. Bon, je lance direct le sommaire. Aujourd'hui, il y a une critique flash sur le testament de Sherlock Holmes, 4K et un des Suisses. Et ben pour commencer, comme d'hab, les news. Bah non, pas comme d'hab, parce que tu peux commencer par la critique ou par Katsuka, voire même par un des 6, hein, c'est un peu comme tu veux. Ouais, bah là j'ai envie que ce soit les news, donc bah on commence par les news. On commence aujourd'hui avec le stand Square Enix. Depuis quelques années, la taille de celui-ci a rétréci de manière drastique, mais a surtout mis de moins en moins de bornes à disposition. Le summum ou le point de non-retour a été atteint cette année, avec l'absence totale de jeux jouables sur le stand, tout simplement. On trouvait donc un écran diffusant des bandes annonces, une petite exposition d'artworks, une scène avec des présentations, et une borne où télécharger une démo de Bravely Default à condition d'avoir amené sa 3DS. Voilà pour les jeux réservés aux professionnels et aux médias. Quant aux deux autres jeux réservés au public, il y avait un peu plus de choses, comme des bornes d'arcade de Gyrozator. Cette nouvelle licence se destine aux plus jeunes et propose des duels de cartes où des véhicules se transforment en mecha. Il était également possible de télécharger des items spéciaux pour Dragon Quest X. En parlant de ce jeu, on pouvait voir sur scène une petite présentation de sa future version Wii U. À part les graphismes HD et la possibilité de jouer sur le gamepad, pas vraiment de nouveauté, il s'agit bien d'un portage. Rappelons que Dragon Quest X est un MMORPG déjà sorti sur Wii en août au Japon. C'est aussi le premier Dragon Quest de la série principale à être développé en interne chez Square Enix, les épisodes précédents ayant été développés par Shunsoft puis Level 5. À propos de Level 5, c'était leur grand retour cette année au TGS. Ils étaient en effet absents en 2011 car l'éditeur a préféré se concentrer sur son propre événement qui eut lieu quelques semaines après le TGS. Et sur le stand, à part un titre original, seules des suites étaient présentées. Tout d'abord, 4 jeux de Inazuma Eleven, le RPG simulation de foot qui se décline à la fois en jeux vidéo, en animé et en manga, comme nombre de productions Level 5. Sur 3DS, il s'agissait d'Inazuma Eleven Go to Chrono Stones qui sortira en deux versions différentes, Nepou et Laime. L'équipe d'Inazuma Eleven devra encore une fois combattre une organisation maléfique venue du futur pour éliminer le football. Encore plus de coups, de persos et de modes au programme. Toujours sur la portable de Nintendo, sortira une compilation des 6 premiers jeux de la série, intitulée Inazuma Eleven 1, 2, 3 Endo Mamoru Desensu. Sur Wii, on retrouvait la mouture 2013 de Inazuma Eleven Ghost Strikers, qui contiendra des personnages inédits, ainsi que les nouvelles attaques vues dans l'animé, pour de nouveaux matchs de football hyperdimensionnels. Enfin, comme le confirme la tendance actuelle, un épisode de la série sort évidemment sur téléphone et tablette, avec Inazuma Eleven Atsume Yotse, qui est un jeu de cartes où le joueur pourra former sa Dream Team en sélectionnant les personnages de la série de son choix. Parmi les jeux en cross-média destinés au jeune public, on pouvait trouver un nouvel épisode de Danbolu Senki, Little Brawlers Experience W en Occident, qui se joue cette fois sur PS Vita et PSP. On a toujours affaire à un jeu de combat de maquettes de robots télécommandés dont les propriétaires vont devoir déjouer les plans d'une organisation maléfique. Toujours dans les grandes séries de Level 5, Professeur Layton était lui aussi présent avec 4 jeux. Sur iOS seulement, Layton Brothers Mystery Room, où l'on incarne l'un des fils du professeur Layton qui est devenu détective au sein de la police. Il faudra résoudre des énigmes dans des scènes de crime et l'on pourra bénéficier de l'aide de son assistant. Ensuite, sur iOS et Android, Professeur Layton and the Phantom Thieves demandera aux joueurs de poursuivre et de démasquer 7 voleurs apparus à Londres. Les avatars des joueurs ne seront pas le professeur, mais des détectives customisables qui resteront dans le style graphique du jeu. Enfin, la 3DS accueillera 2 titres. D'abord, Professor Layton and the Azran Legacies, dont l'action se déroule au pôle Nord. Après avoir trouvé une étrange momie, le professeur et son équipe iront résoudre les mystères de civilisations disparues dans ce qui est annoncé comme la dernière aventure mettant en scène Layton en tant que personnage principal. Ensuite, il y avait l'improbable et très attendu Professor Layton versus Ace Attorney. L'archéologue et l'avocat de la défense Phoenix Wright se retrouvent transportés dans un univers parallèle où ils devront protéger une jeune fille accusée de sorcellerie. Le jeu se déroule en 2 phases, l'une où l'on résout des énigmes avec Layton et l'autre au tribunal avec Phoenix Wright. Enfin, la seule et unique nouvelle licence était Fantasy Life sur 3DS. Ce nouveau jeu regroupe des noms prestigieux comme Amano Yoshitaka pour les illustrations ou encore Uematsu Nobuo pour les musiques. Le gameplay, quant à lui, est un mélange entre un RPG et une simulation de vie à la Animal Crossing. Après avoir créé son avatar, on pourra évoluer dans un monde ouvert, choisir un métier et participer à l'évolution du monde de Fantasy Life ainsi qu'à celle du scénario. On a hâte de voir ce que cela va donner en pratique. Alors la critique qui va suivre porte sur le testament de Sherlock Holmes. Bon, moi je peux pas être super critique sur ce genre de jeu parce que j'aime pas trop les jeux de détective. Je stresse rapidement quand il y a des énigmes à résoudre dans les jeux, ça m'agace vite et en fait je suis pas super patiente pour ça et je préfère demander à quelqu'un d'autre de résoudre à ma place. Je sais, c'est mal mais bon. Allez, on regarde la critique, ce sera plus instructif.
Cette serrure devrait être facile à crocheter, voyons. Le Testament de Sherlock Holmes est le dernier épisode en date d'une série assez conséquente de jeux d'aventure mettant en scène le personnage le plus célèbre de Sir Arthur Conan Doyle. Ah, Watson, vous avez été désespérément long. Compte tenu de l'inégalité de l'ensemble de la série en jeux vidéo, on avoue qu'on ne s'attendait pas à ce que ce nouveau titre développé encore une fois par Frogwares nous surprenne. Pourtant, le Testament de Sherlock Holmes arrive étonnamment à repousser les limites du tolérable en proposant une expérience mal goupillée de bout en bout. Ces traces de suie ont été faites par une main minuscule. Si l'on passe sur cette intro scandaleusement mal faite, avec des enfants qui font réellement peur malgré eux et des doublages qui nous donnent pas mal d'indices quant à la qualité générale du titre, c'est peut-être une histoire de pirate avec une carte au trésor. On trouve un scénario qui reste un minimum adulte. À nous deux, révérend volage. On relève en effet une certaine maturité dans les relations entre les personnages, du meurtre bien glauque et bien mystérieux, et un Sherlock Holmes sans difficulté plus loin dans l'aventure. Un scalpel de chirurgie, ensanglanté. On s'agace toutefois de l'extrême naïveté du Dr Watson, même si cela a toujours été plus ou moins le cas dans les récits d'Arthur Conan Doyle. Anatomie féminine. On s'amuse par contre de la facilité hallucinante de Sherlock à résoudre les affaires, à l'image de cette absurde histoire de singe dressé à voler des bijoux en utilisant un gros diamant pour faire un trou dans une vitrine. Ça n'a pas de sens. Pensez-vous à un singe? Un singe dressé, tout simplement. Contrairement à ses prédécesseurs, en plus d'une vue subjective, le jeu propose une vue à la troisième personne. Une super mauvaise idée qui rend les déplacements et les interactions avec les objets ou les personnes vraiment insupportables. Parmi les idées qui n'ont vraiment pas de sens, on trouve cette possibilité d'incarner à tour de rôle Watson et Holmes. Si, avec beaucoup d'indulgence, on peut par moments y trouver une justification presque scénaristique, Que se passe-t-il? Comment puis-je vous aider? en termes de gameplay, ce switch de personnage n'a strictement aucun intérêt. D'une manière générale, on passe son temps ici à examiner des indices, à discuter avec des gens et à résoudre tout un tas d'énigmes afin de faire la lumière sur les différents mystères que l'on vous propose. Certaines énigmes sont d'ailleurs assez costaudes, d'autant plus qu'aucune indication, si ce n'est un vague « je distingue quelque chose » n'est donnée. Restent ces phases de déduction qui vous amènent à recouper des informations et en tirer des conclusions en fonction des faits et des indices récoltés. Ces phases de jeu pourraient être vraiment intéressantes si elles reposaient sur de la pure logique. Malheureusement, certaines déductions ne font vraiment pas sens et on se retrouve au final à rentrer un peu n'importe quoi jusqu'à trouver la bonne réponse. Parfait. Bref, en plus d'être une vaste blague technique qui met vraiment tout en œuvre pour repousser les joueurs les moins exigeants, le Testament de Sherlock Holmes n'excelle ni dans ses challenges, ni dans la manière de les raconter. À l'heure qu'il est, Sir Arthur Conan Doyle doit probablement enchaîner les backflips dans sa tombe. Du poison. Et apparemment extrêmement actif. Le dernier film d'animation que j'ai regardé très récemment, la semaine dernière même, c'est Paprika. Bon, c'est un film qui date un peu puisqu'il est sorti en 2005 et il a été réalisé par Kon Satoshi qui a aussi fait Perfect Blue. Et ben pour ceux qui connaissent pas, tout ce que je peux dire c'est que c'est un film assez psychédélique où il est question du monde des rêves. Ça fait penser de loin, bon, de très loin même à Inception. Et ben en gros c'est l'histoire d'un docteur qui a inventé une machine pour s'introduire dans le rêve de ses patients, les enregistrer et puis les analyser afin de comprendre leur subconscient. Et il se trouve qu'un jour, une de ces machines se fait voler et là c'est la panique parmi les inventeurs qui s'imaginent les pires conséquences qu'elle pourrait avoir entre de mauvaises mains. Donc c'est plutôt pas mal, un petit peu difficile à comprendre, mais je vous le conseille si vous l'avez pas vu. C'est l'heure de Katsuka. Salut à tous! Cette semaine, Katsuka fait la part belle à un gros ovni animé québécois plein de symboles. Mais avant ça, les news! Pour les fans des années VHS et autres mangas vidéo, sachez que Kazé ressort aujourd'hui en DVD Blu-ray le premier long métrage d'animation adapté du manga Patlabor. Un film culte réalisé en 1989 par Oshii Mamoru qui explosera quelques années plus tard avec Ghost in the Shell. Patlabor 2 suivra en Blu-ray début novembre, tout comme le troisième film. Et entre-temps, j'avais aussi envie de signaler la sortie chez Kazé le 2 octobre du 6e film de One Piece que j'affectionne particulièrement car il a été réalisé en 2005 par un certain Hosoda Mamoru, aujourd'hui célèbre pour La Traversée du Temps, Summer Wars et Les Enfants Loups. Le studio australien indépendant League of Geeks développe actuellement Armello, un jeu vidéo assez mystérieux puisque la seule chose visible pour l'instant est cette jolie bande-annonce animée par le studio 12 Field.
Bon alors, attention, vous allez voir un film un peu long et un peu bizarre, intitulé I Pet God 2, produit par le studio Heliophant, basé à Montréal. Un court-métrage plein de symbolisme que le réalisateur Louis Lefebvre essaye dans la mesure du possible de ne pas trop expliquer, chacun étant libre de l'interpréter à sa façon. On peut y voir des histoires de jeux de pouvoir, de contrôle des peuples, de spiritualité individuelle et d'un certain effritement de notre monde moderne. Ou alors on peut y voir tout simplement de très belles images avec des plans visuellement très forts, parfois déstabilisants mais souvent marquants. Ce feeling assez original tient aussi du choix du studio de mélanger motion capture et animation keyframe pour ce projet.
pour finir, quelque chose de plus léger avec cette amusante bande-annonce pour le prochain festival du film d'animation de Stuttgart qui aura lieu en Allemagne courant avril 2013. Allez, promis, la prochaine fois, pas d'OVNI. À dans 15 jours. J'ai eu ma première expérience jeu de rôle il y a 1 an environ, c'était dans l'univers Star Wars et j'incarnais un tireur d'élite amnésique et pacifique. Ouais, j'aimais pas trop tuer les gens, mais j'étais obligée pour pouvoir retrouver mon passé. Et on a fait 3 ou 4 sessions, mais le problème c'est qu'à chaque fois les combats duraient des plombes, surtout pour moi j'avais pas trop de chance, j'avais beau faire un bon jet de précision, je me retrouvais à faire 1 ou 2 en dégâts, ce qui faisait que ça servait à rien. Et puis on a fini par arrêter parce que on n'avançait pas trop et puis c'était aussi un petit peu dur de se retrouver tous pour jouer. Mais je suis sûre que plein de personnes ont eu de bonnes expériences et on va voir ça tout de suite dans 1d6. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Nous avions déjà parlé dans 1d6 du jeu de rôle Tenga publié aux éditions John Doe. L'auteur de cet excellent jeu historique se déroulant dans le Japon du XVIe siècle, Jérôme Larrey, alias Brand, a récemment créé sa propre maison d'édition, les éditions Lapin Marteau. Nous avons profité de son passage à la Comic Con début juillet pour lui poser quelques questions sur ses nouveaux projets. Je m'appelle Jérôme Larrey, j'ai notamment bossé sur Tenga, qui est déjà passé dans 1d6. Et quelques autres jeux, Chin, depuis une dizaine d'années maintenant. Alors si j'ai créé Lapin Marteau, en fait c'est pour une raison toute simple, c'est tout simplement pour l'argent. Alors ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, mais en fait ça fait très longtemps que le jeu de rôle est ma passion, et je voulais tout simplement essayer d'en vivre. Alors j'ai la chance d'avoir de bonnes relations avec certains éditeurs, et par exemple sur Tenga, John Doe ont juste été formidables. J'ai pas eu de contraintes particulières, ils ont juste été là à chaque fois que j'avais besoin d'aide, mais pas besoin de contraintes, donc c'est pas du tout lié à des choses comme ça. C'est vraiment parce qu'économiquement, c'est le seul moyen de faire cette activité et d'en vivre, c'est de s'éditer soi-même. Je travaille donc sur Guts en ce moment, et c'est un jeu qu'on a beaucoup fait tourner en convention. Là on doit être à 80 parties en conf, quelque chose comme ça. C'est un jeu qui séduit pas mal les joueurs en fait par cette ambiance un peu bizarre où on peut se faire des dialogues à la Audiard entre les joueurs, on est même récompensé pour ça, où on peut tout simplement y aller à fond, quoi. Le fait que l'univers de jeu ressemble à Crimson Skies, c'est peu de dire que c'est quelque chose qu'on entend très souvent en convention, donc ça doit avoir un fond de vérité. Bon, j'ai jamais joué à Crimson Sky, donc je peux pas confirmer. Mais effectivement, on y joue des aviateurs dans un monde qui ressemble beaucoup à la Seconde Guerre mondiale. La seule différence, c'est que l'humanité s'est réfugiée dans les nuages. C'est pas du tout une chronique ou quelque chose comme ça. Et on joue des personnages qui sont forts en gueule, qui vont faire des acrobaties aériennes et qui vont frimer énormément. C'est un jeu où il y a énormément de rivalité au sens simulation entre les joueurs. C'est un jeu où ce qui compte, c'est pas de savoir si vous êtes bon parce que vous allez l'être. C'est de savoir si tout le reste du monde peut être au courant ou pas. Ça sert à rien de savoir faire des acrobaties aériennes de taré. Ça sert à rien de savoir détruire les ennemis si c'est pas vous qui revenez avec la reine du bal. Je travaille donc sur Guts en ce moment et sur d'autres jeux comme Ryutama, qui est une traduction qu'on fait chez Lapin Marteau. Ryutama, c'est un jeu dont j'avais entendu parler notamment par Pollux, qui est la personne qui l'a traduit, et en me rendant sur place. J'avais l'impression que c'était une espèce de rêve de dragon à la japonaise, une autre variation très intéressante sur le même thème. Et j'étais en contact avec l'auteur depuis pas mal d'années maintenant. Et puis à un moment où ça a été possible, notamment en termes de droits, des choses comme ça. Donc dès que ça a été possible, on a foncé.
Alors pourquoi je suis passé par Ulule? Pour une raison, j'avais peur. J'avais peur que le jeu ne marche pas. Alors moi je suis persuadé de ses qualités. Par contre, ça fait des années que j'entendais partout que les jeux manga marchaient pas. Alors même si pour moi c'est pas forcément un jeu manga parce que c'est un jeu, on va dire, illustré par des japonais. L'auteur a priori cherchait à faire un jeu plutôt à l'occidental. Alors ça fera bizarre aux gens qui liront le jeu, hein, parce que pour nous il a rien d'occidental. Mais dans l'esprit de l'auteur c'était le cas. C'est un jeu qu'il a voulu faire notamment parce qu'il a énormément joué à Dragon Quest. Et inspiré par ce genre de jeu, il a voulu retrouver un peu ce feeling dans du jeu de rôle. Et en fait, du coup, j'étais pas sûr que ça allait marcher, je connaissais pas le public. C'était le premier jeu qu'on sortait chez Lapin Marteau. Toutes ces choses-là faisaient que j'ai préféré essayer de voir si ça intéressait les gens ou pas, et minimiser les risques. Et c'est comme ça en fait que je suis passé par Ulule. L'autre point, c'était que on était à peu près certain qu'on allait sortir le jeu. Par contre, le fait de se faire financer à l'avance par Ulule nous permettait d'avoir plus de chances de sortir les autres jeux, donc Guts, plus rapidement. En fait, ça nous a donné un coup d'accélérateur. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on l'a fait. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est résolument gentil. Il y a des conflits, comme dans la plupart des jeux, mais on va plutôt chercher, disons, l'harmonie entre les joueurs que les dissensions. Le meneur de jeu joue un personnage, en fait, qui est un homme dragon, qui écoute les histoires des personnages et s'en sert pour nourrir le monde. Et en fait, le choix de l'homme dragon, le choix des pouvoirs de l'homme dragon revient à choisir le mode du jeu. Un peu comme dans les jeux vidéo, on peut choisir un mode difficile, on peut choisir un mode facile. Ben là, on peut choisir par exemple de gagner 2 fois plus d'XP. On peut choisir d'avoir le droit de s'en prendre au PNJ. On peut choisir d'avoir le droit de modifier les règles du jeu. Ce qui est aberrant pour un joueur occidental. Mais pour un joueur japonais, c'est pas du tout la même. Et il y a toute une série de choses comme ça qui sont très différentes. Le type de monstre aussi. Le fait qu'on puisse crafter des objets à partir de ce qu'on récupère sur les monstres. C'est tous ces éléments-là en fait qui m'ont donné envie de traduire le jeu. Un grand merci à Brand pour son temps et sa disponibilité. Nous souhaitons une longue vie aux éditions Lapin Marteau et nous aurons bien entendu l'occasion de reparler de Guts et Liu Utama prochainement dans l'un des 6, ces 2 jeux étant très prometteurs. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien. Le prochain jeu de rôle qu'on prévoit de faire, c'est Z-Corps, c'est un jeu de rôle en univers zombie. J'espère que les combats seront plus rapides que dans Star Wars, donc je vous en parlerai quand je l'aurai testé. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!